Ma fille m'a appelé au milieu de la nuit, « Papa, je suis au poste de police. Mon beau-père m'a frappé, mais maintenant il leur dit que je l'ai attaqué. Ils le croient. » Quand je suis arrivé au poste, l'agent de service à palier, en bégayant, a dit « Je suis désolé. Je ne savais pas. Ma fille m'a appelé au milieu de la nuit. Papa, je suis au poste de police. Mon beau-père m'a frappé, mais maintenant, il leur dit que c'est moi qui l'ai attaqué. Et ils le croient. Quand je suis arrivé au poste, l'officier de service a pâli, et en bégayant, il a dit « Je suis désolé. Je ne savais pas », avant de continuer, n'oubliez pas d'écrire en commentaire de quel pays vous venez et quel âge vous avez. Bonne écoute. Le téléphone a sonné à 3h17 du matin, un jeudi de fin octobre. Le genre de nuit où l'air est assez vif pour couper du verre, et où la lune, basse dans le ciel, semble être un avertissement. J'étais déjà à moitié éveillé, de cette manière que les parents apprennent à l'être, quand leurs enfants ne vivent plus sous le même toit. Quand chaque craquement dans la maison pourrait être un pas, ou un battement de cœur. La sonnerie était la chanson pop préférée d'Emily, Sunflower Ski, de Novare, ralentie en une version piano envoûtante qu'elle avait choisie il y a des années. C'était à l'époque où elle avait 15 ans, persuadée que le monde s'effondrerait si sa playlist n'était pas parfaite. Ma main a trouvé le téléphone dans le noir, mes pouces balayant l'écran avant même que mes yeux ne s'habituent à la lumière. Le nom de l'appelant brillait, Amy Nounours. « Papa » a-t-elle murmuré, sa voix tremblant comme une feuille dans la tempête, à peine audible par-dessus ce qui ressemblait au bourdonnement de néon en arrière-plan. Je suis au poste de police. Mon beau-père m'a frappé, mais maintenant, il leur dit que c'est moi qui l'ai attaqué. Et ils le croient. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée versée directement dans mes veines, réveillant chaque nerf de mon corps. J'enfilais déjà un jean, d'une seule main, le téléphone calé entre mon épaule et mon oreille. « Reste calme, monsieur, j'arrive. Ne dis plus un mot avant que je sois là. Pas un seul. Tu m'entends ? J'ai essayé de me défendre, mais il est plus costaud. Et les policiers, ils m'ont regardé comme si j'étais le problème. Un sanglot a éclaté, brut et rauque. Il y a du sang sur mon sweat, papa. Mon sweat. S'il te plaît, dépêche-toi. La ligne a coupé. J'ai fixé l'écran. 3h19 du matin. Puis j'ai attrapé mes clés, mon portefeuille, et la vieille veste en cuir que je n'avais pas portée depuis l'académie. Celle avec les poignets effilochés, et la faible odeur d'huile à canon encore imprégnée dans la doublure. Mon camion a vrombé avant même que j'aie fermé la portière. Le trajet jusqu'au commissariat de Midtown a duré 23 minutes sur des rues vides, même si chaque feu rouge me semblait être une insulte personnelle. Chaque ombre sur la route, une provocation. Mon esprit allait plus vite que le moteur. Richard. Bien sûr, c'était Richard. Le mari de Lisa depuis 4 ans, l'homme qui était arrivé avec ses belles histoires, ses montres chères, et un rire qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Il m'avait dit un jour, sans ciller, qu'Emily traversait une phase quand elle était rentrée avec un C en algèbre. J'avais voulu croire Lisa quand elle disait qu'il était bon pour elle, bon pour elle. J'avais voulu que ma fille ait un foyer stable pendant que je faisais des doubles gardes à la société de sécurité, pendant que je me disais que la retraite signifiait la paix. Quel idiot j'avais été. La lueur fluorescente du poste se déversait sur le trottoir mouillé, comme une scène de crime inversée, dure et impitoyable. Je me suis garé de travers, sur 2 places. Je m'en fichais. À l'intérieur, l'air sentait le café brûlé, l'eau de javel, et quelque chose de métallique en dessous. Du sang, de la peur, ou les deux. Le sergent Malalry a levé les yeux de son bureau, m'a reconnu, Arlon, détective à la retraite, matricule 4729, toujours dans le système, et m'a fait signe d'entrer sans un mot, ses yeux se tournant vers la zone de détention avec une lueur de pitié. Emily était assise sur un banc en métal dans un coin, les genoux ramenés contre sa poitrine, un poignet menotté à la rampe avec un collier de serrage en plastique qui avait déjà laissé des marques rouges sur sa peau. Une ecchymose, de la couleur d'une prune mûre, s'épanouissait sur sa pommette gauche, s'étendant vers sa tempe comme de l'encre renversée. Son œil droit commençait à se fermer sous le gonflement, la paupière boursouflée et brillante. Du sang séché formait une ligne déchiquetée au-dessus de son sourcil. Elle portait le même sweat à capuche trop grand qu'elle avait volé dans mon placard l'été dernier, bleu marine, avec, propriété de papa, délavé sur la poitrine, maintenant déchiré à la manche et taché de sombre au col. Quand elle m'a vu, son visage s'est décomposé,
et elle a essayé de se lever, mais la menotte l'a brutalement ramenée en arrière. De l'autre côté de la pièce se tenait Richard Lagne, un M88, larges épaules, coupe de cheveux chers, juste assez décoiffé pour avoir l'air d'une victime, comme s'il avait répété la scène devant un miroir. Sa lèvre inférieure était fendue, une fine ligne de sang séché au coin, et une égratignure superficielle courait le long de sa mâchoire. Il était appuyé contre le comptoir, les bras croisés, affichant le même demi-sourire narquois qu'il avait eu lors de notre dernier barbecue familial, quand il avait dit en plaisantant à Émilie de sourire davantage, parce que les jolies filles ne font pas la tête. Il portait un manteau anthracite sur mesure par-dessus une chemise blanche, maintenant éclaboussée de ce qui aurait pu être son sang, ou le sien. Difficile à dire sous cette lumière. Un jeune officier s'est approché de moi, son badge indiquant « Giles Carter, début de la vingtaine, visage de bébé, sa pomme d'Adam bougeant comme s'il avait avalé une bille. » Son visage a perdu toute couleur au moment où nos regards se sont croisés, pâle comme du papier d'imprimante. Il a tâtonné avec son porte-bloc, manquant de le faire tomber, les papiers voletant comme des oiseaux effarouchés. « Monsieur Arlon » a-t-il bégayé, sa voix se brisant sur la deuxième syllabe. « Je suis désolé. » Je ne savais pas, il ne savait pas quoi? Que j'étais son père? Que j'avais passé 22 ans à mettre des hommes comme Richard derrière les barreaux? Que j'avais encore des amis dans tous les commissariats, d'ici à la limite du comté? Des amis qui me devaient des faveurs plus vieilles que ce gamin. Carter m'a conduit au-delà du bureau, vers une salle annexe, ses bottes grinçant sur le linoléum. Richard s'est redressé, son sourire narquois vacillant une demi-seconde avant de se remettre en place. Émilie a relevé la tête, les yeux écarquillés, partagés entre l'espoir et la terreur. L'espoir que je puisse arranger ça. La terreur que je ne le puisse pas. Une autre officier, Ramirez, que j'ai reconnu de l'académie, se tenait à proximité. Yeux vifs, tresses impeccables, bras croisés, elle observait Richard comme s'il était déjà un suspect, pas une victime. Coupez ce collier, ai-je dit doucement, ma voix assez plate pour trancher de l'acier. Carter a hésité, jetant un coup d'œil à son sergent. Monsieur, il y a un protocole. Maintenant, ai-je insisté. Ramirez s'est avancé, a sorti une petite lame, et a tranché le plastique d'un seul geste. Émilie s'est frotté le poignet, des marques rouges encerclant l'os comme un bracelet de feu, puis elle a couru vers moi. Tout son corps tremblait, ses épaules, ses mains, ses genoux. Je l'ai tenue à bout de bras, scrutant chaque marque sous la lumière crue. Des ecchymoses en forme de doigts entouraient le haut de ses bras, comme si quelqu'un avait essayé de lui broyer les os. Une coupure au-dessus de son sourcil avait formé une croûte, mais du sang frais suintait encore sur le bord. Sa lèvre était fendue à 2 endroits. Elle sentait la peur, le cuivre, et le léger parfum de vanille de son spray corporel, celui qu'elle portait depuis le collège. Richard s'est éclairci la gorge, sa voix aussi douce que de l'huile versée sur du verre brisé. Elle m'a attaqué avec un couteau de cuisine, Arlon. Je me défendais. Regardez mon visage. Regardez mes bras. Elle m'a griffé assez profondément pour laisser des cicatrices. La voix d'Émilie s'est brisée comme de la glace fine. Il m'a attrapé par les cheveux, papa. Il m'a cogné le visage contre le comptoir en marbre. 3 fois. Je n'ai jamais touché de couteau. J'essayais de rejoindre la porte. Le regard de Carter allait de l'un à l'autre, la sueur perlant sur son front malgré la climatisation qui bourdonnait comme un réfrigérateur en fin de vie. Il m'a attiré à l'écart, dans le couloir étroit qui sentait le moisi et les vieux papiers, baissant la voix jusqu'à un murmure conspirateur. M. Arlon, le téléphone de votre fille a enregistré tout l'incident. Audio seulement. Elle a dû appuyer sur enregistrer quand elle a composé le 911. Nous avons écouté. Ça ne correspond pas à la déclaration de Monsieur Lagne. Pas du tout. Le visage de Richard a tressailli, un muscle sautant dans sa mâchoire. Ça pourrait être modifié. Les jeunes de nos jours. Les applications d'IA. Les deepfakes. Carter l'a ignoré, ses yeux se tournant vers la vitre sans teint où Ramirez montait maintenant la garde. Il y a plus. L'appel au 911. Votre belle-fille l'a passé à 23h47. Elle a dit, très clairement, il me fait du mal. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Il ne s'arrête pas. Puis un fracas, un cri, et la ligne a coupé. Nous avons l'horodatage.
Lang a prétendu qu'elle avait composé le numéro par accident en l'attaquant. Il a dit qu'elle était hystérique. J'ai regardé Richard. Le sourire narquois avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. Le calcul. Le regard d'un homme qui recalcule ses chances. Carter a continué, sa voix à peine plus qu'un murmure maintenant, comme s'il craignait que les murs n'écoutent. Quand nous avons vérifié ses antécédents, les dossiers de Lang sont apparus comme de la mauvaise herbe. 3 plaintes pour violence conjugale dans 2 États, Ohio et Nevada, des dossiers de délinquance juvénile scellés, mais toujours là si on sait où chercher. L'une concernait une petite amie qui a retiré sa plainte après qu'il se soit excusé. Et, monsieur, votre nom a déclenché une alerte dans le système. Vous êtes le détective qui a fait tomber son frère, il y a 15 ans. Vol à main armée, dans une station-service à l'angle des MRC. Tommy Lang a juré de se venger en plein tribunal. Il a dit qu'il ferait payer Arlon pour chaque année. Le couloir a basculé. Je me souvenais de l'affaire comme si elle était gravée dans mes rétines. Tommy Lang, 22 ans, les yeux fous, filmé par une caméra de surveillance granuleuse en train de frapper un employé avec la crosse de son pistolet, pour $43 et un paquet de Marlboro. J'avais témoigné pendant 3 heures, décortiquant la vidéo image par image pour le jury. Tommy a pris 25 ans. Richard avait 17 ans à l'époque, assis dans la galerie avec un costume trop grand, me foudroyant du regard. J'avais oublié son visage jusqu'à cet instant, jusqu'à ce qu'il arbore la même haine, vieilli en quelque chose de poli et de venimeux. Les yeux de Richard se sont plissés. Coïncidence. C'est de l'histoire ancienne. Vous ne pouvez rien prouver. Carter n'avait pas fini. Il a sorti sa tablette, a fait défiler jusqu'à une image fixe. Nous avons récupéré la vidéo de surveillance du couloir de l'appartement. Bâtiment C, 3e étage. On y voit Lang traîner votre fille à l'intérieur par le bras à 23h42. Pas de couteau dans sa main. Elle se débat, essaie de s'échapper. Puis les lumières s'éteignent. Quelqu'un a coupé le disjoncteur. 43 secondes plus tard, elle sort en titubant, seule, en sang, son sweat à moitié arraché, et appelle le 911 depuis la cabine téléphonique en bas. Le concierge a confirmé que la cabine fonctionne. Il l'a testé lui-même à 23h50, parce qu'il a entendu les sirènes. Emily a enfoui son visage dans mon épaule, ses larmes traversant ma chemise. Je pensais que personne ne me croirait. Maman est en voyage d'affaires à Denver. Il a dit qu'il dirait à tout le monde que j'étais folle, tout comme il lui disait que je mentais sur les petites choses. Les cris, les bousculades, la façon dont il me serrait le poignet si fort que ça laissait des marques sous mes manches longues. Il disait que si je parlais, il s'assurerait que je finisse en foyer d'accueil. Richard a reculé d'un pas, son manteau bruissant. Ramirez s'est déplacé pour bloquer la sortie, la main posée sur son étui avec une aisance professionnelle. Carter s'est tourné vers lui, la voix stable maintenant, toute trace de bégaiement disparue. Richard Lang, vous êtes en état d'arrestation pour agression au 2e degré, fausse déclaration, intimidation de témoins, et destruction de preuves. Richard s'est jeté en avant, non pas sur les officiers, mais sur Emily, un son guttural s'échappant de sa gorge. J'ai bougé plus vite, 22 ans de mémoire musculaire prenant le dessus. Je l'ai projeté contre le mur en parpaing avec un bruit sourd qui a résonné comme un coup de feu. Sa tête a heurté le mur, ses yeux se sont révulsés. Les menottes ont claqué avant qu'il ne puisse se ressaisir. En acier cette fois, pas en plastique. Ramirez lui a lu ses droits d'un ton calme et sec pendant qu'il crachait des insultes sur le sol, sur moi, sur l'univers. Alors qu'il l'emmenait, il a crié par-dessus son épaule, la voix brisée par la rage. Ce n'est pas fini, Arlon. Tu verras. Je vais t'enterrer. Carter a enlevé sa casquette, se grattant le crâne rasé, les joues rouges de honte. Je vous dois des excuses à tous les deux. J'ai cru à l'histoire du beau-père sur parole. Jolie fille en sweat à capuche, beau-père riche avec une lèvre fendue, un historique de rébellion adolescente. J'ai tout gobé. J'ai même écrit le possible légitime défense dans le rapport initial. Ça n'arrivera plus. J'ai déjà appelé le chef de quart. Nous ouvrons une enquête interne, et je me porte volontaire pour le panel de formation. Les doigts d'Emily se sont resserrés sur les miens, ses ongles creusant des croissants dans ma peau. On peut rentrer à la maison. Pas encore, ai-je dit, la voix plus douce maintenant. L'hôpital d'abord. Photo, déposition, tout le tralala.
On fait ça dans les règles, monsieur, chaque bleu, chaque coupure, on documente tout. Aux urgences, les infirmières se sont déplacées avec une efficacité tranquille, sous des lumières assez vives pour stériliser les âmes. Elles ont documenté chaque blessure en haute définition. L'ecchymose sur la pommette qui s'étendait comme un nuage d'orage. La lèvre fendue avec un lambeau de peau qui pendait. Les marques de doigts sur ses bras, en ovale parfait. Les marques plus anciennes, jaune-vert, sur ses côtes, qui ont fait se crisper la mâchoire de l'infirmière en une ligne dure. Une assistante sociale nommée Marisol, la quarantaine, des yeux bienveillants, son porte-bloc comme un bouclier, a recueilli le témoignage complet d'Émilie derrière un rideau, pendant que je me tenais dehors, les poings si serrés que mes jointures craquaient comme de la glace sur un étang. Quand elles ont eu fini, le médecin, une femme aux cheveux gris acier et à la voix de thé chaud, m'a pris à part dans le couloir qui sentait l'antiseptique et le désespoir. D'anciennes fractures, dit-elle calmement, en regardant le dossier. Poignet guéri, datant d'environ 6 mois. Fêlure sur 2 côtes. 3 mois, peut-être 4. Ce n'était pas la première fois. Nous sommes tenus de signaler les suspicions de maltraitance continue au service de protection de l'enfance et au procureur. Elle aura besoin d'un suivi avec un spécialiste du traumatisme. La rage a bouilli, chaude et noire, mais je l'ai ravalée comme un médicament amer. Émilie avait besoin de moi, stable, pas téméraire. Pas le flic qui avait un jour défoncé une porte sans mandat. Pas le père qui voulait traquer Richard en détention. De retour chez moi, une maison en briques de 2 étages sur Maple Lane, une rue calme, celle que Lisa avait quittée quand nous avions divorcé 8 ans plus tôt, nous nous sommes assis sur la balancelle du porche qui grinçait comme une vieille amie. L'aube peignait le ciel de lavande et de pêche, la première lumière se posant sur le givre qui scintillait sur l'herbe. Émilie sirotait un chocolat chaud dans sa vieille tasse dinosaure, la verte avec l'anse fissurée, une couverture sur ses épaules comme une cape. L'ecchymose sur sa joue paraissait pire à la lumière du jour, le violet virant au bleu. J'aurais dû te le dire plus tôt, a-t-elle murmuré, la vapeur s'échappant de la tasse. À propos des cris, de la façon dont il me coinçait dans la cuisine quand maman était sous la douche. Comment il disait, ta mère travaille dur. Ne la stresse pas avec tes drames. Je me disais, si je pouvais juste rester silencieuse jusqu'à l'université, jusqu'à mes 18 ans, dans 2 ans. J'ai passé un bras autour d'elle, en faisant attention au bleu. Tu es en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. Et tu ne retourneras jamais là-bas. Jamais. Mon téléphone a vibré sur la rampe. Un SMS de Lisa. Vient d'atterrir à Den. Vol de correspondance retardé de 3 heures. Que se passe-t-il? Richard ne répond pas. Le téléphone d'Émilie va sur la messagerie. Je suis inquiète. Puis un autre, 30 secondes plus tard. Appelle-moi maintenant. J'ai montré à Émilie. Elle s'est mordu la lèvre, grimaçant quand celle-ci s'est rouverte, une perle de sang apparaissant. Maman va péter un câble. Elle pense que je surréagis. Elle dit toujours que je suis sensible. Laisse-la péter un câble, ai-je dit. Elle doit savoir avec qui elle s'est mariée. Et tu n'es pas sensible. Tu es une survivante. Lisa est arrivée à midi, les yeux gonflés d'avoir pleuré dans l'avion. Ses cheveux en un chignon désordonné, qu'elle n'avait pas porté depuis nos années d'université, quand nous passions des nuits blanches à étudier pour les examens. Elle a laissé tomber sa valise dans l'allée, les roulettes tournant encore, et a couru vers Émilie, la serrant si fort que j'ai cru que les côtes dont le médecin m'avait parlé allaient se briser à nouveau. Émilie s'est d'abord raidie, les bras ballants, puis s'est laissée aller, son visage s'enfouissant dans l'épaule de sa mère. Je suis tellement désolé, mon bébé, n'arrêtez pas de dire Lisa, sa voix étouffée dans les cheveux d'Émilie. Je suis tellement désolé. J'aurais dû voir. J'aurais dû écouter. L'audience de mise en liberté sous caution de Richard était fixée à lundi. La procureure, Monica Alvarez, une femme avec qui j'avais travaillé il y a des années sur une série de cambriolages, demandait une détention sans caution, citant le risque de fuite, le motif de la vengeance, et la montagne de preuves. Lisa était assise à ma table de cuisine, la même table en chêne où Émilie avait fait ses devoirs depuis ses 6 ans, tordant un mouchoir en papier jusqu'à le déchiqueter. Il disait qu'Émilie imaginait des choses, dit-elle, la voix se brisant comme du verre sous les pieds. Qu'elle était jalouse de notre mariage, qu'elle faisait des siennes, séchant les cours, sortant avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Je l'ai défendue. Je pensais que je protégeais notre famille.
Elle a regardé Émilie, les yeux noyés de larmes. Comment ai-je pu passer à côté de ça? Comment l'ai-je laissé me convaincre que tu étais le problème? Émilie a tendu la main, touchant celle de sa mère avec des doigts encore gonflés. Tu n'es pas passé à côté. Il nous l'a caché à toutes les deux. Il attendait que tu sois sous la douche, ou en appel professionnel, ou endormi. Il souriait pour toi. Puis, elle s'est interrompue, haussant les épaules, le mouvement petit et douloureux. Il disait des choses comme « Ton père est parti parce que tu es trop difficile ». J'ai commencé à le croire. Lisa a alors sangloté, un son qui a déchiré la pièce comme une lame. Je lui ai apporté de l'eau, qu'elle n'a pas touchée. Émilie lui tapotait le dos, avec la tendresse maladroite d'une enfant réconfortant un parent. Au cours des semaines suivantes, l'affaire a complètement effiloché Richard, fil par fil, jusqu'à ce qu'il soit nu devant la loi. Des voisins se sont manifestés. L'une, Madame Delgado du 3B, se souvenait avoir entendu des cris et un bruit sourd qui avait fait trembler son plafond. Elle avait pensé que c'était la télé, jusqu'à ce qu'elle voie Émilie boiter jusqu'à l'arrêt de bus le lendemain matin, la capuche rabattue. Un autre, un étudiant du 2A, avait des images sur sa sonnette vidéo. Richard transportant une boîte à outils noire à minuit 3, regardant autour de lui comme s'il connaissait les angles morts. Le concierge de l'immeuble, Monsieur Patel, a trouvé le couteau de cuisine manquant dans cette même boîte à outils, caché derrière des pots de peinture, essuyés, mais avec le sang d'Émilie dans la rainure. Le laboratoire a confirmé la correspondance ADN en quelques heures. La caméra de la buanderie de l'immeuble a filmé Richard en train de jeter la manche déchirée du sweat d'Émilie dans la benne à ordures à minuit 17. La manche avec son sang, et ses cellules de peau sous les ongles avec lesquelles elle l'avait griffé en légitime défense. Le sweat lui-même a été récupéré, mis sous scellé, envoyé aux pièces à conviction. Tommy Lagne, le frère de Richard, a même envoyé une lettre de prison, transmise par la procureure, cachée de la poste d'Iron Woodstead. Dites à Arlon que je suis désolé. Mon petit frère a toujours eu un sale caractère. Je pensais qu'il s'était calmé après la maison de correction. Je ne savais pas qu'il s'en prendrait à une gamine. Si j'avais été dehors, je l'aurais arrêté moi-même. Dites à la fille qu'elle est plus forte que nous deux. Richard a plaidé coupable. 7 ans, sans libération conditionnelle avant 5, plus une ordonnance restrictive permanente qui couvrait Émilie, Lisa, et moi par extension. Lisa a demandé le divorce la même semaine, lui faisant signifier les papiers en détention par un adjoint qui me connaissait du bon vieux temps. Elle a emménagé dans la chambre d'amis, au bout du couloir de celle d'Émilie, disant qu'elle ne pouvait pas retourner dans cet appartement, même s'il était exorcisé par une douzaine de prêtres. Émilie a emménagé avec moi de façon permanente. Nous avons transformé la chambre d'amis en son espace personnel pendant un long week-end, des guirlandes lumineuses drapées comme des constellations au plafond, un bureau près de la fenêtre donnant sur l'érable qui laissait tomber des samarres chaque printemps, des posters de groupes qu'elle aimait, scotchés de travers parce qu'elle insistait pour le faire elle-même. Elle a peint les murs d'un vert sauge doux, la couleur des nouvelles feuilles, et a accroché un tableau en liège où elle a épinglé des trophées de débat, des brochures universitaires, et une impression du dépliant de formation sur le protocole Arlon. Certaines nuits, elle se réveillait en hurlant, se débattant contre des cauchemars où les mains de Richard étaient autour de sa gorge. Je m'asseyais par terre à côté de son lit, le dos contre le mur, jusqu'à ce que sa respiration se calme, et que les guirlandes lumineuses peignent de douces galaxies sur son visage. Nous avons développé un système. 3 coups sur le mur. Si elle avait besoin de moi, sans poser de questions. Je répondais par 2 coups. Je suis là. Un soir, 4 mois après l'arrestation, nous mangions de la pizza par terre dans le salon, les boîtes ouvertes comme pour un pique-nique sur le tapis persan usé que Lisa avait laissé. La graisse tachait le tapis. Aucun de nous ne s'en souciait. Émilie faisait défiler son téléphone, puis a levé les yeux, brillant malgré la légère cicatrice qui coupait maintenant son sourcil. « Papa, tu te souviens de l'officier Carter ? Il m'a envoyé un message sur la page communautaire du commissariat. Il a dit qu'à cause de ce qui s'est passé, le département lance une formation obligatoire sur les appels pour violences conjugales dans toute la ville. Ils utilisent notre cas, de manière anonyme, mais quand même. Ils appellent ça le protocole Arlon. Ça couvre les preuves audio, les caméras de couloir, les anciennes fractures, tout. J'ai haussé un sourcil, en mâchant mon pepperoni. Ma grande, tu viens de changer la politique pour 4000 officiers. Elle a souri. Le premier vrai sourire depuis une éternité.
Le genre qui atteignait ses yeux et plissait les coins. Nous l'avons changé. Tu m'as cru en premier. Lisa est apparue dans l'encadrement de la porte, tenant un bol de pop-corn assaisonné au sel de truffe qu'elle avait découvert lors d'un voyage d'affaires. Soirée ciné. Je vote pour celui avec le raton laveur qui parle. Émilie a grogné de façon théâtrale. Maman, on l'a vu 12 fois. La 13e sera la bonne, et j'ai apporté du fromage en plus. Dehors, la première neige de la saison a commencé à tomber. Douce, silencieuse, recouvrant le monde d'un blanc pur. Émilie a ouvert la fenêtre d'un cran, laissant l'air froid caresser nos visages. Les flocons de neige fondaient sur ses cils comme de petites étoiles. Tu crois qu'on s'en sortira? A-t-elle demandé, sa voix petite mais stable, la question qu'elle avait posée 100 fois depuis cette nuit. Je l'ai serrée contre moi, Lisa se joignant de l'autre côté, jusqu'à ce que nous soyons un enchevêtrement de couvertures, de membres et de rires. Mieux que ça. Nous sommes incassables maintenant. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Mais les histoires comme la nôtre n'ont pas de fin nette. Elles s'étirent, s'effilochent, se retissent en quelque chose de plus fort. 6 mois plus tard, Émilie a commencé une thérapie 2 fois par semaine avec le Dr Singh, une spécialiste du traumatisme qui portait des écharpes colorées et ne la pressait jamais. Elle rentrait silencieuse certains jours, dessinant dans un carnet relié en cuir qu'elle ne me laissait pas voir. D'autres jours, elle entrait en trombe, annonçant qu'elle avait eu un A à un examen de physique, ou que le journal de l'école voulait qu'elle écrive un éditorial sur la défense des adolescents. Elle a rejoint l'équipe de débat, a porté ses échymoses comme des badges jusqu'à ce qu'elle s'estompe, puis a porté sa voix comme une armure. À son premier tournoi, elle a obtenu la 2e place en argumentant pour des jours de congé obligatoires pour la santé mentale dans les écoles. Le trophée est sur son bureau, captant la lumière des guirlandes. Lisa a vendu l'appartement, a utilisé l'argent pour payer les études d'Émilie et un acompte sur une petite maison à 2 rues de là. Bardage jaune, porche enveloppant, une cuisine assez grande pour les pancakes du dimanche. Elle et moi avons appris à être coparents sans l'ancienne amertume. Dîner programmé, agenda Google partagé, tout le nécessaire. Certains soirs, elle restait pour un café après avoir déposé Émilie, et nous parlions de tout, sauf de Richard, de son nouveau travail à l'agence de marketing, de mes missions de conseil en sécurité, de la façon dont le rire d'Émilie était revenu, plus fort qu'avant. Carter, le jeune officier, s'est présenté à notre porte un samedi avec une boîte de donuts et un sourire penaud qui n'avait pas changé. La formation se déploie dans toute la ville, a-t-il dit, se dandinant d'un pied sur l'autre. Je voulais vous remercier en personne. Et ma sœur est dans une mauvaise situation. Votre fille m'a donné le courage de l'aider à partir. Elle est en sécurité maintenant. Émilie l'a serré si fort dans ses bras que sa casquette est tombée, roulant sur le porche comme une plante du désert. Lisa a pris une photo. Carter, le visage rouge. Émilie, souriante. Moi, faisant semblant de les gronder pour avoir mis le désordre. 1 an après l'arrestation, Émilie a eu 18 ans. Nous avons organisé une fête dans le jardin. Guirlandes lumineuses tissées dans les branches de l'érable, chaises de jardin dépareillées, une playlist qu'elle a créée elle-même avec des chansons qui faisaient grogner Lisa et que je faisais semblant de détester. La moitié de l'équipe de débat est venue, ainsi que les collègues de Lisa, et même Ramirez du commissariat, en jean au lieu de son uniforme. Carter a amené sa sœur, Marissa, qui s'est accrochée à Émilie comme à une bouée de sauvetage, murmurant « Merci pour le numéro de la ligne d'écoute qu'Émilie m'a envoyé par SMS à 2 heures du matin un soir. » Au crépuscule, Émilie m'a pris à part près de l'érable, dont les feuilles commençaient tout juste à tourner. Elle tenait une petite boîte en bois, poncée et lisse. « Ouvre-la. » À l'intérieur se trouvait un porte-clés, un minuscule badge en argent gravé au dos en petits caractères, protocole Arlon. Pour ceux qui nous croient. Je l'ai fait faire, dit-elle, les yeux brillants. Pour toi. Pour chaque enfant qui a peur de parler, pour chaque officier qui apprend à écouter. Je l'ai accroché à mes clés ce soir-là. Il y est toujours, cliquetant contre la clé du camion chaque matin. Richard a tenté de faire appel de sa sentence 6 mois plus tard, invoquant de nouvelles preuves. Un témoin qui disait qu'Émilie avait des antécédents de violence. L'appel est mort en comité. Trop de documentation, trop de témoins, trop de caméras. Le témoin s'est avéré être un codétenu à qui on avait promis de l'argent pour la cantine. Aux dernières nouvelles,
Richard était en détention préventive après s'être battu avec le mauvais détenu pour la télécommande de la télévision. Tommy Lang a écrit à nouveau. Le karma est lent mais sûr. Dites à la gamine que c'est une guerrière. Emily a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, major de sa promotion. Elle a prononcé un discours sur le fait de croire les survivants, qui a fait les gros titres locaux et est devenu viral sur la page Facebook du district scolaire. Les universités ont envoyé des lettres d'acceptation épaisses comme des annuaires. Stanford, NYU, l'université de l'État. Elle a choisi l'État, assez proche pour rentrer les week-ends, assez loin pour respirer par elle-même. Sa dissertation, la nuit où j'ai appris que ma voix était une preuve. La veille de son départ pour la rentrée, nous nous sommes assis à nouveau sur la balancelle du porche, les lucioles clignotant dans le jardin comme de minuscules lanternes. Elle portait le sweat qu'elle m'avait volé, maintenant rapiécé au coude avec un tissu constellé qu'elle avait cousu elle-même. Papa, dit-elle en traçant la cicatrice sur son sourcil, tu te souviens quand tu me racontais des histoires sur ta première patrouille? Comment tu pensais pouvoir tout arranger avec un badge et une lampe de poche? J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je pensais que la justice, c'était un marteau qui frappait dans une salle d'audience. Maintenant, je pense que c'est plus fort que ça. C'est se pointer à 3 heures du matin. C'est écouter quand une gamine dit « il m'a fait du mal » au lieu de « elle est dramatique ». C'est choisir de croire la fille avec un bleu plutôt que l'homme avec un sourire. J'ai dégluti difficilement. Tu prévois de réparer le monde, M? Elle a souri, le même sourire que lorsqu'elle avait 6 ans et était convaincue qu'elle pouvait attraper des lucioles dans ses poches. En commençant par une chambre de dortoir à la fois, puis peut-être la fac de droit, et puis peut-être le bureau du procureur. Monica Alvarez a dit qu'elle écrirait une recommandation. Le jour de l'emménagement était un chaos. Des boîtes empilées comme un Jenga. Des parents nerveux essuyant leurs larmes. Des responsables d'étage avec des portes bloquées et des sourires forcés. Lisa et moi avons monté le mini-frigo sur 3 étages pendant qu'Emily dirigeait le trafic comme un général, sa queue de cheval se balançant. Quand le dernier poster a été accroché, une reproduction de « La nuit étoilée » de Van Gogh au-dessus de son bureau, elle nous a serrés tous les deux dans ses bras, fort et vite. « J'appellerai tous les soirs », a-t-elle promis. « Tu as intérêt », a dit Lisa, la voix tremblante. « Seulement s'il y a du drame », ai-je ajouté, essayant d'être léger. Elle a levé les yeux au ciel. « Papa. » Cette nuit-là, ma maison semblait trop silencieuse. Les guirlandes lumineuses dans sa chambre brillaient encore à travers la porte ouverte. Je me suis assis dans sa chaise de bureau, tournant lentement, et j'ai trouvé le carnet qu'elle avait caché sous le matelas. Des pages reliées en cuir, épaisses de croquis. Ces échymoses s'estompant, case par case, puis se transformant en elle, puis en constellation, puis en une fille debout sur une balancelle de Porsche, avec un porte-clés levé comme une torche. Sur la dernière page, une seule ligne dans son écriture soignée et bouclée. Nous ne nous brisons pas, nous orbitons, et nous éclairons le chemin. J'ai fermé le livre, je l'ai laissé sur son bureau pour quand elle reviendrait, avec un post-it collé sur la couverture. Fier n'est pas un mot assez fort. 2 ans plus tard, Emily a fait un stage au bureau du procureur sous la direction de Monica Alvarez. Elle a aidé à rédiger un projet de loi élargissant la défense des victimes dans les écoles, la formation obligatoire au signalement, les lignes d'assistance anonymes, des conseillers dans chaque collège. Il a été adopté en comité par 9 voix contre 2. Elle se tenait dans la galerie quand il a été signé, portant le même sweat, maintenant délavé en un gris doux. Carter, devenu inspecteur Carter, a témoigné en sa faveur, arborant le même sourire penaud, son badge poli et brillant. Lisa a lancé un groupe de soutien pour les parents qui n'avaient pas vu les signes. Parents de la seconde chance. 23 familles la première année, 50 la suivante. Ils se réunissent dans le sous-sol de l'église le mardi. Pas de jugement, juste du café et la vérité. Et moi, j'ai gardé le porte-clés, j'ai continué à assister au débat d'Emily, aux portes ouvertes de Lisa, au commissariat quand Carter avait besoin d'un conférencier invité sur la lecture des situations de violence conjugale. J'ai lancé un programme de mentorat pour les flics à la retraite, les associant à des jeunes du système judiciaire qui nous rappelaient qui nous étions autrefois. Certaines nuits, j'entends encore cette sonnerie de 3h17 dans mes rêves. Sunflower Ski, ralenti au piano. La voix d'Emily se brisant sur « Papa ». Mais maintenant, quand je me réveille, je sais que l'histoire ne se termine pas dans un commissariat avec des néons et des colliers de serrage. Elle se termine,
ou plutôt commence, sur une balancelle de Porsche sous des guirlandes lumineuses, avec une fille qui a appris à dire sa vérité dans un microphone qu'il a porté à travers une ville. Une mère qui a appris à écouter jusqu'à ce que son cœur s'ouvre, et un père qui a appris que la justice n'est pas toujours un badge ou un marteau. Parfois, c'est un porte-clés gravé d'une promesse. Parfois, c'est une histoire racontée si souvent qu'elle devient une loi. Parfois, c'est juste se pointer, encore et encore, à 3 heures du matin ou à 15 heures, jusqu'à ce que le monde vous croie. Jusqu'à ce que chaque enfant avec un bleu sache qu'il n'est pas le problème. Jusqu'à ce que chaque officier hésite avant de croire l'homme au sourire. Jusqu'à ce que chaque parent regarde de plus près. Jusqu'à ce que le cycle se brise, et que la lumière entre. Et les nuits où la neige tombe, douce et silencieuse, je m'assois seul sur cette balancelle, le porte-clés dans ma paume. Et je sais qu'Émilie est là-bas, en orbite, brillant, attirant les autres dans sa gravité. Incassable. Cru.